Je vais vous dire une chose que je n'oublierai jamais. Il y a des instants où la vie bascule sans prévenir, et ce matin-là, à l'aéroport Charles de Gaulle, tout a changé pour moi. Je me souviens encore du moment exact où Raphaël, mon fils unique, m'a dit avec ce sourire tranquille « Maman, assieds-toi ici un instant, on revient après le check-in ». Si j'avais su que cette phrase serait le début d'un cauchemar, je ne l'aurais jamais laissé partir. J'étais tellement émue que mes mains tremblèrent légèrement. À 67 ans, je n'avais jamais fait une grande voyage international. Raphaël et Camille m'avaient offert ce séjour comme cadeau d'anniversaire en avance. Une semaine entière à l'île Maurice, dans un resort luxueux, les pieds dans le sable blanc. Moi, Monique, la petite retraitée qui avait économisé chaque euro pendant 40 ans de travail comme couturière, j'allais enfin voir ces plages turquoises que je n'avais vues qu'à la télévision. J'avais mis ma robe la plus élégante, un vert doux qui me donnait bonne mine, et j'avais fait un effort particulier pour ne pas trop montrer l'excitation presque enfantine que je ressentais. Raphaël portait ma valise avec une délicatesse qui me touchait, et Camille, impeccable comme toujours, me disait « Ne t'inquiète de rien, maman, on s'occupe de tout ». J'y ai cru. J'y ai cru de toutes mes forces, comme une idiote qui pense encore que la famille, c'est un refuge. Alors j'ai attendu. 10 minutes, puis 20, puis 40. Au début, je souriais à chaque famille qui passait, en me disant que bientôt, ce serait moi qui embarquerais pour le paradis avec les 2 personnes que j'aimais le plus au monde. Mais petit à petit, mon sourire s'est effacé. Je ne voyais plus Raphaël ni Camille dans la foule. Mon cœur a commencé à battre plus vite. 1 heure, puis 2. Mon téléphone restait muet, malgré mes appels répétés. « Désolé, je ne peux pas répondre pour le moment. » Sa voix enregistrée me poignardait à chaque fois. C'est quand j'ai atteint presque 3 heures d'attente que mes jambes ont commencé à trembler. Une employée en uniforme bordeaux s'est approchée. Une femme dans la cinquantaine, le regard vif, celui de quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de détresse dans un aéroport. Son badge disait « Estelle ». « Madame, vous allez bien ? Cela fait un moment que je vous observe. Vous attendez quelqu'un ?» J'ai voulu mentir, dire que tout allait bien, que mon fils arrivait, que j'étais juste un peu fatiguée. Mais quelque chose dans son regard m'a forcé à dire la vérité. Je lui ai expliqué, la voix brisée, que j'attendais Raphaël et Camille depuis 3 heures. Elle m'a demandé leur nom, le numéro du vol. Je ne savais rien. Raphaël avait géré. Estelle a fait plusieurs appels, parlant rapidement en langage interne. Quand elle est revenue, l'expression de son visage avait changé. Elle s'est assise à côté de moi et m'a pris la main. « Monique, votre fils et votre belle-fille ont embarqué il y a 3 heures sur un vol pour l'île Maurice. Il y avait 2 billets, pas 3. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. J'avais envie de vomir, de hurler, de disparaître. Comme si cela ne suffisait pas, Estelle m'a demandé si mon fils avait accès à mes comptes. J'ai senti une douleur glaciale me traverser. Avec les mains tremblantes, j'ai ouvert mon application bancaire. Des virements énormes, faits tôt le matin. Des sommes que j'avais mis une vie entière à économiser. Estelle m'a soutenue pendant que les chiffres défilaient comme des poignards numériques. Elle n'a pas perdu une seconde. « Monique, écoutez-moi bien. On ne va pas les laisser faire. Vous n'êtes pas seule. Maintenant, on réagit. » C'est à cet instant précis, entre les larmes et la rage froide, que mon cauchemar s'est transformé en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Le début de ma résistance. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Je n'arrivais presque plus à respirer. Les chiffres qui s'affichaient sur l'écran de mon téléphone semblaient danser devant mes yeux, comme si mon cerveau refusait d'accepter la réalité. Estelle resta à mes côtés, droite, solide, posant une main rassurante sur mon avant-bras. Cette femme que je ne connaissais pas depuis plus de 15 minutes devenait soudain mon unique point d'ancrage dans un monde qui venait de s'effondrer. « Monique, ils ont vraiment retiré tout ça ce matin ?» demanda-t-elle doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Puis, la honte m'a frappé en plein visage. J'ai donné un accès à Raphaël, il y a quelques mois. Pas à tout, juste à un des comptes.
Il m'avait dit que c'était plus simple pour m'aider si j'avais un problème. Je pensais que c'était normal qu'un fils fasse ça. Estelle inspira profondément. Ce n'est pas de votre faute. La confiance n'est jamais une erreur. Mais là, Monique, il faut agir vite, très vite. Elle m'a aidé à me lever. Mes jambes tremblaient encore, mais sa main ferme dans mon dos me donnait un semblant de stabilité. Nous avons traversé plusieurs couloirs du terminal jusqu'à un petit bureau de service interne où elle pouvait utiliser une ligne directe. On va appeler votre banque maintenant. Vous allez contester les transactions et demander un blocage immédiat de tout ce qui est lié à ce compte. J'ai obéi comme une enfant disciplinée, non pas parce que j'étais incapable de réfléchir, mais parce qu'à cet instant précis, Estelle était la seule personne qui semblait savoir naviguer dans ce naufrage. Quand l'agent du service client du Crédit National a décroché, ma voix n'était qu'un souffle. « Bonjour, je dois signaler des opérations frauduleuses, très importantes, faites aujourd'hui par mon propre fils. » Dire ces mots à haute voix m'a transpercé. C'était comme si je signais l'acte officiel de la trahison. La conseillère spécialisée en fraude, une femme nommée Ludivine, m'a parlé avec une patience presque maternelle. Elle a confirmé chaque virement, m'expliquant la procédure. Opposition immédiate, gel des fonds destinés à d'autres comptes, ouverture d'une enquête interne, dépôt d'une plainte dès que possible. Nous allons faire le maximum, Madame Monique. Les transferts ont été faits tôt ce matin. Nous avons encore une chance de bloquer une partie des sommes. Une chance. Une chance de récupérer au moins un fragment de ma vie. Quand j'ai raccroché, je me suis effondrée sur la chaise, vidée. Je n'ai plus rien, presque tout a disparu. Estelle secoua la tête. Vous avez encore des ressources. Parlez-moi franchement. Avez-vous d'autres comptes? Quelque chose que Raphaël ne connaît pas? J'ai hésité, puis j'ai murmuré. Oui, une petite épargne. 30 000 €. Je l'avais ouverte après la mort de mon mari. Je n'en ai jamais parlé à personne. Les yeux d'Estelle se sont éclairés, comme si elle venait de trouver une porte de sortie dans un tunnel bouché. Parfait. Alors, on va protéger cet argent immédiatement. On transfère tout sur un compte tout neuf dans une autre banque. Un compte auquel personne n'a accès à part vous. Elle a sorti son téléphone. Ma belle-sœur, Aurore, travaille au Crédit Métropolitain depuis 20 ans. Elle peut vous ouvrir un compte sécurisé en moins d'1 heure, même un dimanche. Vous me faites confiance? Oui. Le mot est sorti sans réflexion. C'était instinctif. 20 minutes plus tard, nous étions installés dans un taxi en direction de l'agence. L'air froid de Paris glissait sur ma peau, m'aidant à retrouver un peu de lucidité. Je regardais les immeubles défiler, et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, une étincelle étrange brûlait en moi. Ce n'était pas de la rage, ni de la vengeance. C'était quelque chose de plus profond. Une prise de conscience. Quand Aurore nous a accueillis, professionnelle et chaleureuse, tout s'est enchaîné très vite. Papier, signature, création du nouveau compte, transfert sécurisé, nouvelles consignes strictes. En moins d'1 heure, mes 30 000 € étaient hors de portée de quiconque. En quittant l'agence, Estelle m'a demandé doucement « Comment vous vous sentez, Monique ?» Je me suis surprise à répondre « Moins faible, moins naïve et un peu plus vivante. » Et c'était vrai. Pour la première fois depuis ce matin, je ne me sentais plus seulement une victime. Je sentais une force nouvelle, encore fragile, mais bien réelle, poussée en moi. La vérité venait d'éclater, la décision aussi. J'allais me battre, et cette fois, pour moi. Le retour vers l'aéroport se fit dans un silence chargé, mais ce n'était plus le silence d'une femme brisée. C'était celui d'une femme qui réfléchissait, qui respirait à nouveau, qui commençait, peu à peu, à retrouver sa colonne vertébrale. Estelle me jetait de temps en temps un regard de côté, comme si elle vérifiait que je ne m'écroulais pas. Mais je ne m'écroulais plus. Je brûlais. À peine arrivée dans le petit bureau qu'elle utilisait, elle décrocha son téléphone sans même retirer son manteau. « Monique, on va les retrouver. À l'île Maurice, ce n'est pas compliqué. Les resorts de luxe se comptent presque sur les doigts de la main. » Je la regardais taper frénétiquement sur son clavier, noter des informations, envoyer des messages à des contacts dont je ne connaissais rien.
Une partie de moi se demandait comment une simple employée d'aéroport pouvait avoir autant d'accès. Mais je ne posais pas de questions. Je n'avais pas besoin de savoir comment. Juste que quelqu'un, quelque part, se battait pour moi alors que les 2 personnes que j'avais le plus aimées sur Terre m'avaient traité comme un poids mort. 21 minutes plus tard, Estelle leva les yeux, triomphante. Trouvé. Elle retourna l'écran de son ordinateur vers moi. Ils sont au lagon d'Emerald Resort, suite présidentielle. 3 nuits, vue sur le lagon, service de majordome, petit déjeuner inclus sur la plage. Tout payé ce matin avec... Elle me regarda avec prudence. « Oh, votre argent !» J'eus l'impression qu'un fil se dénouait dans ma gorge. Pas de larmes, pas de cris. Juste une lucidité froide, presque tranchante. Et ils ont réservé un dîner gastronomique pour ce soir. Menu dégustation, champagne millésimé, desserts exotiques. Ils vivent comme des millionnaires, Monique. Mais ce n'est pas leur argent qu'ils dépensent. « Je sais », murmurai-je. Et c'est justement ça que je ne vais plus jamais accepter. Estelle esquissa un sourire presque carnassier. « Très bien. Alors, on passe à la suite. Vous voulez qu'ils sentent que vous n'êtes plus la Monique de ce matin ?» J'ai acquiescé. C'est ainsi que le plan de revanche élégante est né dans ce petit bureau impersonnel entre 2 femmes qui, quelques heures plus tôt, ne se connaissaient même pas. Estelle attrapa un carnet et un stylo. On va envoyer des messages anonymes à leur suite. Des notes laissées comme si l'hôtel les avait déposées. Rien de trop explicite. Juste assez pour les faire douter. On réfléchit ensemble aux formulations. Je voulais que ce soit subtil, mais incisif. La première note disait « Les mères ne sont jamais aussi naïves qu'on le croit. Certaines savent se défendre. » La deuxième serait envoyée 1 demi-heure plus tard. L'argent volé n'a jamais le goût du paradis. Quand tout fut prêt, Estelle passa un dernier appel. « Parfait. Les notes seront livrées au moment exact. Maintenant, il ne manque qu'une chose. » Elle me tendit son téléphone. « Vous devez appeler votre fils. Pas pour supplier, pas pour comprendre, pour reprendre la main. » Mon ventre se noua, mais je pris l'appareil. J'avais peur, oui, mais une peur différente, brûlante, presque libératrice. Le téléphone sonna longtemps, puis j'entendis sa voix. « Allô ? Oui, qui… »« Bonjour, Raphaël. C'est moi. Maman. » Le silence fut instantané. Épais, glacial. Je pouvais presque entendre son cœur s'arrêter. « Maman ? Comment tu as eu ce numéro ?»« La bonne question n'est pas comment j'ai eu ce numéro, Raphaël, » répondis-je d'une voix étonnamment calme. « La bonne question est, comment toi, mon fils, tu as eu accès à mes 50 années d'économie pour payer ta suite présidentielle à l'île Maurice. » On aurait dit qu'il s'étouffait. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois. On allait t'expliquer. »« Non, » coupai-je sèchement. « Tu allais profiter de moi, comme tu le fais depuis trop longtemps. » J'entendis Camille murmurer quelque chose derrière lui, affolée. « Maman, écoute-moi, s'il te plaît. On peut parler demain, quand on rentre. » Je souris, un sourire qu'il ne pouvait pas voir, mais qu'il pouvait sentir. « Profitez bien de votre dîner ce soir. Les choses vont devenir très intéressantes. » Et j'ai raccroché. Estelle éclata de rire, un rire de satisfaction pure. « Monique, vous venez de les mettre en PLS. » Et moi, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais vivante. Terriblement vivante. La fin d'après-midi passa dans une tension étrange, presque électrique. Estelle recevait des messages à intervalles réguliers de ses contacts à l'île Maurice, comme si nous avions déployé un réseau secret autour de Raphaël et Camille. Moi, j'étais assise dans ce petit bureau impersonnel, mais je ne me sentais plus écrasée. Au contraire, j'avais la sensation de renaître, comme si chaque minute qui passait reconstruisait une version plus forte, plus lucide de moi-même. « Ils sont encore dans leur suite », annonça Estelle vers 19h. « Ils ont reçu les 2 premières notes. Le réceptionniste m'a dit que Raphaël a commencé à vérifier la serrure de la porte comme un paranoïaque. » Je fermai les yeux un instant. L'ironie était presque douce. Combien de fois avais-je eu peur, moi, sans que personne ne s'en soucie? Combien de nuits avais-je passé à m'inquiéter pour lui,
seule dans mon appartement silencieux. Maintenant, c'était à son tour. Vers 20h, Estelle reçut un autre message et haussa un sourcil. Ils descendent au restaurant. Parfait. Le restaurant en question, d'après les photos que m'avait montrées Estelle, était un rêve. Table sur une terrasse en bois, lanterne suspendue, vue sur le lagon miroitant dans la nuit mauricienne. Un lieu conçu pour la paix et la beauté. Et, ironie du destin, ce serait l'endroit exact où leur façade parfaite allait s'écrouler. Je sentais mon cœur battre fort, mais pas de peur. De pure anticipation. Estelle, concentrée, fixait son téléphone prêt à vibrer. Mon contact est dans l'équipe du restaurant. Il nous tiendra au courant dès que l'addition arrivera. Une demi-heure passa. J'imaginais la scène. Raphaël jouant au grand homme, Camille exhibant son sourire crispé, tous deux savourant des plats que je n'avais jamais pu m'offrir moi-même. Puis enfin, le téléphone vibra. Estelle lut le message, puis un sourire immense éclata sur son visage. « Ça commence ?» Elle mit le haut-parleur. Le message disait « Première tentative, carte refusée. Monsieur pense que c'est une erreur. Deuxième tentative, refusée aussi. » Je sentis une chaleur dans ma poitrine, une forme de justice silencieuse. Un deuxième message arriva immédiatement. Troisième tentative, encore refusée. Madame Camille commence à s'énerver. Elle dit que ce n'est pas possible, que tout était payé. Les autres clients observent. Le serveur est mal à l'aise. J'imaginais la scène comme si j'y étais. Raphaël rougissant, puis blêmissant. Camille jouant nerveusement avec sa serviette, prête à exploser. Un troisième message suivit, encore plus détaillé. Ils ont demandé le responsable du restaurant. Le manager est venu à table et leur a expliqué que tous les comptes associés à leur suite sont bloqués par la banque. Il leur a dit qu'ils ne peuvent régler ni le dîner ni les consommations du minibar. Les clients des tables voisines écoutent. Madame Camille pleure. Monsieur Raphaël transpire. Je n'ai pas pu m'empêcher. Un rire m'a échappé. Un rire court, presque incrédule, mais libérateur. « Oh, Monique !» dit Estelle en riant elle aussi. « Ils doivent être au bord du malaise. » Mais ce n'était pas terminé. « Attends !» dit-elle avec un nouveau message sur l'écran. Ils remontent dans leur suite. Quelques secondes plus tard, un dernier message arriva. Note livrée dans leur chambre comme prévu. Monsieur l'a lu à voix haute. L'humiliation de ce soir n'est qu'un avant-goût de ce que signifie être trahi par ceux en qui on a confiance. Ils sont en panique totale. Les deux parlent en chuchotant, comme s'ils craignaient d'être observés. Je restais silencieuse un moment. Pas pour réfléchir, pour savourer. Je ne suis pas une femme cruelle. Je n'ai jamais voulu faire du mal à qui que ce soit. Mais sentir, enfin, que ceux qui m'avaient trahi goûtent une parcelle infime de ma douleur. C'était comme respirer profondément après des années d'apnée. « Monique, » dit Estelle, douce mais fière, « vous venez de reprendre votre dignité en main, et ce n'est que le début. » Ce soir-là, je me sentais vivante, plus vivante que jamais. Je n'ai presque pas dormi cette nuit-là. Mais ce n'était pas l'insomnie de la peur. C'était une veille lucide, une attention nouvelle, comme si toutes les pièces d'un puzzle que je n'avais jamais voulu regarder s'alignaient enfin devant mes yeux. Vers 9h du matin, Estelle m'a proposé d'appeler Raphaël et Camille. Ils doivent être à bout, Monique. C'est le moment où la vérité sort. Elle avait raison. J'ai respiré profondément, puis j'ai composé le numéro du resort. La réceptionniste me passa la communication vers leur suite. 3 tonalités. Puis la voix de Raphaël, cassée, tremblante. « Maman, maman, s'il te plaît. » Cette fois, ce n'était plus la voix arrogante de l'homme qui pensait tout contrôler. C'était la voix d'un enfant pris en faute, un enfant qui sait que la punition arrive. « Oui, Raphaël, c'est moi. J'imagine que votre soirée a été mouvementée. » Un sanglot étouffé coupa ma phrase. « Camille, Monique, je t'en supplie. Ce qui est arrivé hier, c'est un enfer. Le restaurant, le manager, les clients nous regardaient comme si on était des voleurs. » Je répondis d'une voix parfaitement calme. « Vous êtes des voleurs. » Un silence lourd tomba sur la ligne. Puis Raphaël lâcha enfin ce que je savais déjà. « Maman,
On est dans la merde. On a des dettes partout. La banque nous a menacés pour la maison. Les cartes de crédit sont bloquées. On ne savait plus quoi faire. On a paniqué. Je sentis une rage froide se mélanger à une profonde tristesse. Et tu as décidé de voler ta propre mère. C'était ça ton plan? Me dépouiller et m'abandonner dans un aéroport? Non, cria-t-il, mais sa voix se brisa aussitôt. Enfin, si, mais pas comme ça. On voulait t'expliquer après. Camille prit le téléphone. Sa voix tremblait comme une feuille. Monique, c'était mon idée. Je ne voulais pas... Mais je pensais que quand on t'expliquerait la situation, tu comprendrais. On ne voulait pas te faire du mal. On était désespérés. Je fermai les yeux un instant, laissant leurs mots glisser sans m'atteindre. Leurs excuses n'étaient pas sincères. Elles étaient opportunistes. « Très bien, dis-je. Vous voulez parler? Parlons. Je vais vous dire exactement comment les choses vont se passer. » Je redressai le dos, sans élever la voix. C'était inutile. Mon autorité, à cet instant, était naturelle. Premièrement, vous allez rester là-bas, à l'île Maurice, autant de temps qu'il vous reste. Vous allez vivre, ressentir, respirer la vulnérabilité, le sentiment d'abandon, l'impuissance, tout ce que vous m'avez fait vivre. C'est non négociable. J'entendis Camille sangloter encore plus fort. Raphaël murmura un « d'accord » à peine audible. Deuxièmement, en rentrant en France, vous allez me rendre chaque centime. Je m'en fiche de la manière. Vendez votre voiture, vos meubles, votre maison si nécessaire. Prenez un prêt, travaillez plus, faites ce que vous voulez. Mais vous me rendrez tout, avec intérêt. Raphaël inspira brusquement, comme si je lui avais donné un coup dans la poitrine. « Maman, tu vas vraiment nous laisser sans rien? Je ne vous laisse pas sans rien. Je vous laisse avec vos choix. » Une autre vague de silence. « Troisièmement et dernière condition, dis-je, ma voix devenant encore plus ferme. Plus jamais, je dis bien jamais, vous n'aurez accès à mes comptes, mes documents, mes décisions administratives, mes biens ou quoi que ce soit qui me concerne. Je ne serai plus jamais votre banque, ni votre plan B. » Raphaël se mit à pleurer, Camille aussi. Et soudain, il demanda d'une voix toute petite, « Et est-ce que tu vas nous pardonner ?» Je souris tristement. « Le pardon, Raphaël, ce n'est pas un bouton qu'on appuie, ce n'est pas un pansement sur une trahison. La confiance que j'avais en vous est morte hier matin, et je ne sais pas si elle reviendra un jour. » Ils restèrent silencieux. Je compris qu'ils avaient enfin réalisé. Je terminai. « Cette conversation est terminée. À votre retour, vous me devrez des comptes, et cette fois, ce sera moi qui déciderai, pas vous. » Puis je raccrochai. Mes mains tremblaient légèrement, mais c'était différent. Ce n'était pas de la peur, c'était le poids d'une liberté nouvelle. 3 mois ont passé depuis ce jour où ma vie a basculé à l'aéroport Charles de Gaulle. Aujourd'hui, je vous écris depuis la terrasse de ma petite maison à Annecy, devant les montagnes bleutées et le lac qui scintille comme du verre poli. Je n'aurais jamais imaginé finir ici. Annecy est calme, élégante, lumineuse, un endroit où on peut vraiment respirer. La maison n'est pas grande, mais elle m'appartient entièrement. Je l'ai achetée avec une partie de l'argent que Raphaël et Camille m'ont rendu après avoir vendu leur voiture et quelques meubles. Ils n'avaient pas le choix. S'installer ici a été comme recommencer ma vie à zéro, mais cette fois selon mes propres règles. J'ai repeint les murs moi-même, dans des tons doux, rien d'agressif, et j'ai acheté un petit chevalet pour le coin de la véranda. Car oui, j'ai commencé des cours de peinture. 2 fois par semaine, je rejoins un atelier près du centre-ville où un vieux peintre nommé Achille nous apprend à lâcher prise. La première fois où j'ai touché un pinceau, ma main tremblait. Maintenant, je laisse mes émotions sortir en couleurs. Des violets profonds, des verts lumineux, des rouges éclatants. Le mardi soir, je danse. Une fois dans ma vie, j'ai voulu apprendre le tango, mais je n'avais jamais osé. Maintenant, j'ose. Et le vendredi matin, je suis bénévole dans un centre pour femmes victimes de violences familiales. J'écoute, je réconforte, je conseille. Je reconnais leur douleur.
je reconnais leur confusion. Et parfois, je reconnais leur force, longtemps étouffée comme la mienne l'avait été. Quant à Estelle, elle est devenue bien plus qu'une femme rencontrée par hasard dans un aéroport. Elle est entrée dans ma vie comme un phare entre des vagues violentes. Maintenant, elle est ma meilleure amie, presque une sœur. Tous les dimanches, elle prend un train matinal pour venir me voir. Elle arrive toujours avec une brioche ou un petit fromage de sa région, et elle me raconte des histoires incroyables de l'aéroport. Les touristes perdus, les couples qui se disputent au comptoir, les retrouvailles émouvantes. Et parfois, elle me parle d'autres femmes qu'elle a aidées depuis moi. « Tu as déclenché quelque chose en moi, Monique ?» m'a-t-elle confié un jour. « Depuis toi, j'aide différemment, avec plus de conviction. » Je lui ai souri. « Toi aussi, tu as déclenché quelque chose. Tu m'as appris que je méritais mieux que la peur. » Et Raphaël ? Et Camille ? Ils viennent me voir une fois par mois. Pas plus. Et jamais sans prévenir. Ils savent que chez moi, il y a des règles. Quand ils arrivent, ils sonnent, ils attendent que je les invite à entrer, et ils restent exactement 2 heures. Ni plus, ni moins. Notre relation est fonctionnelle, respectueuse, mais distante. Je n'éprouve plus de haine, mais je n'éprouve plus cette tendresse aveugle d'avant. Ce qui s'est brisé ne se recolle pas avec des excuses. Il y a 1 mois, Raphaël m'a annoncé que Camille était enceinte. « C'est une fille, maman. On aimerait l'appeler Espérance », m'a-t-il dit d'une voix hésitante. J'ai souri sincèrement. « Je suis heureuse pour vous », ai-je répondu. « Vraiment. Et oui, je rencontrerai ma petite fille. Mais quand moi, je serai prête. Et jamais si c'est pour me manipuler. Je veux une relation saine ou aucune. » Il a hoché la tête, les yeux brillants. Pour la première fois en longtemps, j'ai senti qu'il comprenait que je ne reviendrai jamais en arrière. Parfois, en me promenant au bord du lac, je repense à celle que j'étais. La Monique qui attendait sur une chaise froide d'aéroport, tremblante, espérant qu'on reviendrait la chercher. Cette femme n'existe plus. Elle a laissé la place à quelqu'un de nouveau, quelqu'un de digne, quelqu'un de libre, quelqu'un qui a enfin compris que l'amour n'a de valeur que lorsqu'il ne détruit pas. Aujourd'hui, je suis moi. Enfin moi. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.